Et après, on termine avec Nicolas. Alors, il a déjà fait des articles et tout, mais bon, c'est en anglais, donc il va nous la faire en français. Ça va être beaucoup plus simple. Et donc là, on va démarrer avec Isabelle et Philippe. Hop, hop. Juste pour voir le cadre, en fait, faut pas... Du coup, on se met là. Non, c'est pas grave. C'est juste pour voir le cadre, pour pas sortir en fait. Ouais, le cadre il est là, on fait une tour vidéo. Donc faut limite mettre Côté, éventuellement. du magnéto, pas Comme ça. Magnéto, Serge. Il y a un peu de latence. un peu de latin, voilà. Il y a 30 secondes. Je suis toujours à l'autre bout, hein. Je vous l'ai comme ça, mais... Donc bonsoir à tous. Il marche le micro? Oui, en fait c'est juste... D'accord. Bonsoir à tous. Merci eh bien, de votre présence pour cette léger retour d'expérience du groupe Canal sur donc, le déploiement de notre tête de réseau live. Donc on a choisi un titre pour un petit clin d'œil au groupe M6 qui nous accueille ce soir. Et on va essayer de faire light malgré le titre. On a juste 3 slides, donc on va essayer surtout de broder et de répondre ensuite à vos questions autour de ces slides. Donc un mot de notre tête de réseau Live TV. Donc c'est une architecture en fait qui a été mise en production très récemment, il y a juste quelques semaines. On est en train de déployer au fur et à mesure l'ensemble des devices sur cette tête de réseau. Et on voulait vraiment partager avec vous les problématiques qu'on a pu rencontrer, les choix qu'on a pu faire aussi pour voilà, vous donner notre retour d'expérience et partager et puis voir du coup si ce sont des choses aussi qui vous parlent. Donc une spécificité peut-être du groupe Canal par rapport aux interlocuteurs, on est d'abord et avant tout un acteur de télé payante, même si on fait quelques incursions dans le gratuit. Néanmoins, vous allez voir que du coup, on va pas mal revenir sur des notions de protection de contenu, puisque c'est quand même quelque chose de très important pour nous, et des notions de qualité de service. Puisque en face on a des abonnés qui payent pour recevoir ces contenus, donc il y a une vraie attente client derrière. Donc voilà, donc pour commencer en fait on a une offre OTT depuis plus de 2 ans et demi qui est présente aujourd'hui sur iOS, Android, sur PC. Et on a eu un constat l'an dernier, eh bien, c'est que cette tête de réseau, elle était absolument pas dimensionnée, elle ne savait plus répondre à nos enjeux. Donc on avait de vraies problématiques déjà de diversité sur cette tête de réseau. On avait autant de têtes de réseau que de devices, puisqu'à chaque fois on adressait des formats différents aussi. On avait des problématiques de sécurité qui n'étaient pas du tout à la hauteur sur cette tête de réseau, avec des ayants droit qui sont de plus en plus regardants sur ces aspects-là. Et des aspects de qualité de service, c'est simple, à chaque fois qu'il y a un match de foot, on explose tout. Donc le constat était là, il a fallu trouver d'autres solutions techniques, et je laisse peut-être Philippe nous dire un mot des enjeux business et marketing qui nous étaient demandés. Oui, juste bonsoir. Juste en quelques mots, moi je m'appelle Philippe Rambourg, je suis responsable des ingénieries de diffusion au sein de la direction technique distribution de Canal+, pour tous les vecteurs sur le live et la VOD. Donc pour que vous compreniez ce qu'on va voir ensuite et l'architecture et pourquoi elle est comme ça, il faut juste que vous gardiez en tête là tout au long de la présentation que ce qu'on nous avait demandé au départ, on vient d'évoquer télévision payante, protection des contenus, 125 chaînes minimum pour le démarrage, adresser tous les devices du monde de Microsoft, iOS et Android. Quelque chose, les fonctionnalités qui sont habituelles chez Canal+, qui sont version multilingue et sous-titres obligatoires sur chacun des devices. Une gestion très fine de l'occultation pour certaines catégories de programmes. Il y en a qui les connaissent, je vois là-bas, qui voient de quoi on parle. Donc, effectivement, c'est quelque chose de très important pour nous. Vous connaissez les conditions réglementaires. Donc d'avoir quelque chose de fin. Et le dernier point qu'on nous a demandé, qui est une phrase très simple, c'est « ayez la même qualité de service et d'expérience qu'on a sur le satellite ». C'est très simple à dire.
Je vous avouerai qu'on a eu le courage de dire oui, ok, on va le faire. Mais gardez ça bien en tête, parce que ça explique pas mal de choses pour la suite. Donc voilà, c'est super simple, il n'y a pas de problème. Ce schéma-là, pour vous donner une idée, c'est un schéma avec lequel je me suis baladé il y a 2 ans au NAB, et j'ai fait le tour des gens pour leur dire voilà, c'est ce qu'on veut faire. Mais à l'époque, ça a fait pas mal tiquer, les gens ne comprenaient pas trop. Et c'est bien ce qu'on a fait aujourd'hui, on va vous expliquer pourquoi. Déjà, une architecture qui réussit pour nous, c'est une architecture qui fonctionnellement, toute l'astuce, c'est déjà fonctionnellement de bien découper nos fonctions, enfin de bien savoir où elles sont, et de bien les différencier, surtout sur des technologies qui sont nouvelles, pour pouvoir faire évoluer chacune des briques vraiment indépendamment des autres. À une époque, si vous vous souvenez bien, il y a 2 ans, c'était plutôt la tendance, c'était un codeur qui fait packager et qui fait origine. Et qui fait 2 formats. Vous en mettez 125, faut un gros switch et puis ça roule tout seul. Évidemment, c'est pas vraiment la façon dont on voyait les choses. Donc, on a vraiment beaucoup réfléchi sur quelles fonctions il fallait et comment il fallait les implémenter. Et ce qui amène à des choses qui sont vraiment très simples. Un codeur, bah, ça doit coder. Basta, terminé. Il doit savoir faire que ça, le faire bien, et pouvoir éventuellement évoluer d'un point de vue codec présent. Mais il n'a rien d'autre à faire que ça. Derrière, le packager, fonction de packaging qu'on entendait. Bah, le packaging, après pas mal le retour d'expérience qu'on avait des premières têtes de réseau, et puis pas mal de réflexions, pas mal de maquettage, on va lui confier juste 2 rôles. Celui de packager, encore une fois, ça paraît tout simple comme ça, et celui de chiffrer. Voilà, c'est son rôle. Il sait faire que ça, mais il doit bien le faire. Les origines, ils vont avoir 2 fonctions principales, comme depuis le départ, hein, le codeur code, le packager package, l'origine, origine. Il y en a un qui suit quand même. Et en plus de ça, il va prendre tous les aspects DVR, puisque ça faisait partie de la demande. C'est lui qui va gérer les DVR, et c'est lui qui va gérer toutes les manipulations de playlists qu'on va devoir faire pour présenter, ou avoir la possibilité de présenter, autant de playlists différentes qu'on souhaite, vis-à-vis des devices qu'on veut adresser, de la fonctionnalité qu'on veut adresser, mais toujours à partir des mêmes flux. Il n'y a aucune dépendance entre les deux. On a une usine à flux, une usine à packager, et grosso modo une usine à adresser nos clients. L'autre chose aussi qui était particulier pour nous, alors qu'on découvrait, c'est le fait qu'on savait que d'un point de vue codage, vous savez, dans le monde, enfin habituellement à Canal, quasiment toutes les infras sont au même endroit pour le satellite et la DSL, on fait tout à la maison, c'est dans les salles techniques à côté, c'est vachement rassurant. On savait dès le départ sur cette architecture-là qu'on voulait des points de codage qui peuvent être n'importe où pour étendre ou couvrir des événements autre part. Donc on savait que le lieu, on devait être agnostique du lieu. Et derrière, sur les origines aussi, ça a pas mal discuté. Et quand on fait tourner toutes les problématiques que ça apporte, on s'est dit qu'aujourd'hui, le meilleur endroit pour placer ces équipements, c'était des net centers. C'est-à-dire un endroit où on a une énorme connectivité avec le monde extérieur. Et c'était le meilleur moyen pour nous, à la fois d'être rapide en connexion. Quand je dis rapide, c'est dans la possibilité d'étendre les connexions ou d'atteindre quelqu'un, tout en ayant une maîtrise des coûts de liaison assez complète, je dirais, puisque les flux qui transitent entre les points de codage et les points de SNet Center sont complètement, on connaît leur débit, sont complètement déterministes et ne bougent pas. Ça continue à pousser du contenu, on sait très bien ce que c'est. Alors qu'en sortie des origines, on ne sait pas franchement ce qui va se passer, ni comment ça va se passer. Et puis derrière, on voulait adresser évidemment plusieurs CDN. Parce que d'abord, un CDN, il n'est pas infaillible, tout simplement. Et puis si on prend l'analogie avec le broadcast, aujourd'hui, ce qu'on fait sur le satellite, on a à peu près 3 téléports pour adresser les mêmes flux, pour pouvoir basculer dans l'un l'autre en cas de problème, sur une météo défaillante ou sur ce que vous voulez. Donc on tenait aussi à avoir ces points de distribution, enfin être agnostique des acteurs qu'on peut trouver sur cette tranche-là, et pouvoir adresser l'un, l'autre, les autres, qu'un seul, comme on voulait. Et donc après on avait dit quoi ?
sais bien, mais je ne savais plus la phrase qu'on avait dit. Comment on allait faire de la QoS broadcast? Enfin, ou comment on pouvait s'approcher de la QoS broadcast, ou quelles sont les contraintes? Et là, je vais laisser Isabelle. Donc effectivement, sur la philosophie multi-CDN qui a drivé un petit peu notre logique, on s'est dit qu'on allait essayer d'avoir des acteurs complémentaires pour prendre des gens qui avaient des technologies différentes et qui, du coup, nous permettaient de répondre à des problématiques de qualité de service, quelle que soit la localisation en France principalement de nos abonnés, sachant qu'on a la même tête de réseau qui se déploie aussi sur la partie Canal Overseas. Donc on a pris des acteurs en fait très complémentaires pour pas essayer de reproduire et devoir expliquer à nos abonnés, comme ce qui s'est passé il y a à peu près 15 jours avec le téléchargement d'iOS 7 alors qu'il y avait un match de l'équipe de France en même temps. Écoutez, on est désolé, pour pouvoir voir votre match sur Android, ça va pas être possible parce que les gens sont en train de tous de télécharger iOS 7 et l'ensemble des CDN se sont quand même bien écroulés ce soir-là. Donc voilà, ça nous amène ensuite à la dernière brique qui sont les devices avec un nombre de devices assez hétérogène à adresser. Donc on va retrouver les classiques Android et iOS, on va retrouver le monde PC et Mac, mais on a aussi les Xbox à adresser dans notre panel de devices cibles. Et nos set-top box, nos propres set-top box. Donc ça, c'est un enjeu extrêmement important pour le groupe, puisque aujourd'hui sur la TNT, on sait qu'on est extrêmement réduit en termes de nombre de fréquences. Et l'OTT est pour nous un moyen d'adresser le reste du bouquet avec l'ensemble des chaînes à tous les abonnés TNT. Donc derrière, évidemment, les gens ne vont pas comprendre qu'en zappant entre deux chaînes, ils ne retrouvent pas la même qualité de service entre un TF1 HD qui est lui bien évidemment diffusé sur la TNT et n'importe quelle chaîne du bouquet CanalSat qui lui est diffusé en OTT. Donc des enjeux de qualité de service avec en plus des écrans cibles qui sont quand même les écrans du salon. Donc ça veut dire avoir des vrais débits intéressants à proposer dans la gamme des profils. On a fait un choix aussi de ne pas imposer une seule techno sur l'ensemble des devices. Parce qu'on a beau s'appeler Canal+, et être un gros acteur français, on n'impose rien à Samsung, on n'impose rien à Apple. Donc en fait, notre philosophie a été de dire, on essaie de prendre le format de transport, de packaging et le format de sécurisation le plus natif pour chaque device. Et du coup, ça, c'est des contraintes sur la tête de réseau. Ça veut dire N format. Donc aujourd'hui, on a 2 versions de HLS, une version de Smooth, demain du Dash, pourquoi pas. Et N sécurisation, avec à chaque fois, bien évidemment, ça serait trop facile, sinon, des chiffrements différents, tant que nos amis de Dash n'ont pas réussi un peu à mettre de l'ordre là-dedans. Donc on se retrouve avec 3 chiffrements à faire au niveau des packagers à chaque fois pour chaque chaîne. Et multiplié par le nombre de profils. Donc vous imaginez un petit peu la combinatoire et le nombre de gigabits par seconde que ça fait en expulsion si on se décide de faire tout le bouquet. On a aussi beaucoup travaillé sur les formats, sur les profils. Donc on a dit les devices qu'on souhaite adresser, ça va d'un téléphone avec une résolution, un petit écran à la télé de salon. Et puis trouver le bon compromis parce que quand les gens s'endorment devant la télé et qu'on est en train de diffuser en OTT, nous on continue de payer. Et pour l'abonné, par contre, ça coûte toujours aussi cher. Enfin, lui, en tous les cas, ça ne change rien à sa facture. Donc il faut qu'on trouve à chaque fois les bons compromis pour vraiment avoir des gaps intéressants dans les profils qu'on va proposer. Sinon, on peut s'amuser à faire 20 profils pour avoir une expérience très smooth en termes d'adaptive streaming, mais derrière, ça va nous coûter quand même très très cher en bande passante. Philippe l'a dit, on avait pas mal de problématiques liées aussi au device. Comme il aime dire, la vidéo, tout le monde sait faire. Par contre, quand il s'agit de faire de l'audio et de faire des sous-titres, là, on commence à rencontrer pas mal de problématiques avec les spécificités de chaque device qui n'aime pas tel codec, qui n'aime pas tel format de sous-titres. Et aujourd'hui, on est encore très loin d'avoir une homogénéité sur ces sujets-là. On a aussi du travail qui est fait au niveau des origines pour pouvoir manipuler les playlists et pouvoir ainsi adapter aux spécificités aussi de chaque device, avec par exemple un Apple qui nous impose d'avoir une track audio-only. Et donc en certification, on est bien obligé de passer avec des flux qui ont une track audio-only. Et voilà, donc ça veut dire une playlist particulière pour adresser les iOS. Donc voilà, c'est un petit peu ce qui a drivé à cette architecture de parcours des flux. Et peut-être, pour terminer sur cette slide, un mot des aspects QoS et de supervision de toute cette chaîne. Alors là, sur cette partie, je vais revenir juste sur un petit point qu'on a oublié de mentionner avec Isabelle.
Dans les architectures, on essaye toujours d'être scalable. C'est ça notre souci à nous. C'est pas de répondre aux 125 chaînes. C'est de se dire, ok, demain ils vont me demander, il faut pas que je m'emmerde, quoi. Surtout pas, parce que j'ai autre chose à faire. Au début du projet, quand on a signé avec les partenaires qui nous ont aidés sur le projet, ce device-là n'existait pas. Pas du tout. Il a été rajouté, donc c'est la R7, c'est notre boîtier connecté. Il a été rajouté en cours de projet. On a dit, bon, on va essayer de le caser sur les mêmes profils et sur un truc comme ça, ni vu ni connu, pour être tranquille, ça leur fera plaisir. Évidemment, il faut essayer, hein. Bon, après, la fin, on la connaissait. Il faut que ce soit différent. Donc ça nous a fait, mine de rien, 125 chaînes à ressortir avec les mêmes caractéristiques, alors qu'on avait passé les bons de commande. On y était arrivé, c'est bien scalable. Sympa. Faut pas qu'ils en prennent l'habitude, mais c'est sympa. On reste toujours dans le monde broadcast. Le monde broadcast, on aime bien déjà. Pour nous, c'est quelque part, il faut, en fonction d'où on vient, c'est déjà des révolutions. Parce que là, broadcast, il faut savoir qu'à l'origine, c'est l'unicast parfait, hein. Le broadcaster, il cherche l'output pour le mettre dans l'input et il veut voir le câble. C'est vachement rassurant, ça. Là, on est passé sur des architectures complètement IP. C'est déjà une révolution culturelle pour plein de gens chez nous et leur faire comprendre, admettre ces architectures et travailler. Mais il va falloir les rassurer. Et les rassurer, c'est ce qu'on fait sur le broadcast, c'est-à-dire avoir des points de mesure un peu partout pour surveiller le trafic, pour surveiller les programmes et savoir d'où vient le problème en cas de souci. Évidemment, vous avez l'approche simpliste qui est de dire, je regarde sur mon device et puis si jamais ça marche pas à un moment, je vais voir. Ouais, ça, on a tenté aussi de le faire, on sait jamais. Ça marche pas non plus. Donc QES aujourd'hui, on a un ensemble qui est assez hétérogène d'un point de vue architecture. C'est pas un système complet que pourrait nous offrir un intégrateur quelconque ou un gros fournisseur. C'est la misère, quoi. Grosso modo, je vous le fais simple. C'est juste la misère de pouvoir avoir le même niveau de supervision et de mesure et de contrôle sur ce genre d'architecture par rapport à ce qu'on a dans le broadcast. Là, c'est clair et c'est net. Et pourtant, on sait que là, on a encore trouvé des choses vis-à-vis des net centers. On est encore dans le monde TS, hein, puisque là, c'est du TS multiprofil qui se balade. Donc, on a trouvé des choses, on arrive à faire des choses. Là, dès qu'on arrive là, aujourd'hui, c'est plus la prière qui agit qu'autre chose. On est en train de benchmarker pas mal de solutions du marché. Il y a pas mal de gens qui proposent des trucs. C'est pas encore ça. Il y a encore un peu de travail, hein, et on pense réellement que c'est quelque chose de super méga important, surtout quand on doit discuter avec diverses personnes là, qui vont interagir, et si on veut éviter des Simon, c'est de ta faute, non, c'est de la vôtre, chez moi tout va bien, chez moi tout va mal, hein, on connaît. Donc nous on se connaît bien, on est blindés, on a mis nos sons de chacun de notre côté, et puis on se bat à coups de graphe, comme ça, c'est clair. Là, puis c'est sympa, quoi. Là, je parle même pas d'après, je laisserai Isabelle. Là déjà c'est nettement plus touchy et les problèmes eux ils sont déjà là, hein, clairement. Donc voilà. Alors là on a fait un petit focus sur le live, mais il est bien clair qu'en OTT et dans ce qu'on nous demande, si je reprends les usages, avant on avait le live, on a vu la catch-up arriver, c'était un autre type d'usage. Ça peut être complètement décorrélé. Les premières versions OTT nous ont amené le DVR. Le DVR, c'est la capacité, on vous le montrera tout à l'heure. Je regarde le live, mais d'un seul coup, je reviens en arrière pour voir précisément un programme qu'il y avait récemment. Avec cette architecture-là et ces têtes de réseau, bien sûr que le live, le DVR, et la VOD, ça va complètement se fondre, tout ça, vis-à-vis de l'expérience utilisateur. C'est-à-dire que le gars, il va même plus savoir au bout d'un moment s'il était en direct, s'il est toujours en direct, ou s'il est en train de voir quelque chose. Donc on va retrouver toutes ces problématiques à tous les niveaux, de toute façon. Et c'est bien là-dessus qu'on travaille, puisqu'il faut développer les offres. Ça va être complètement générique comme problématique. Donc oui, à travers on va rebalayer, là vite fait après Isabelle, va rebalayer un certain nombre de use cases que j'évoquais tout à l'heure au début, et des problématiques purement en pay TV, pour voir comment on doit les gérer et les difficultés qu'on va avoir sur ce type d'architecture en OTT. Donc dans les briques d'architecture, on va pas rentrer dans les détails de l'ensemble des briques, mais effectivement, on a une problématique de use case abonnés qui sont ceux qu'on rencontre sur les autres réseaux à adresser. Si on pense à l'occultation, par exemple, pour la catégorie 5, c'est quelque chose qui doit être extrêmement précis.
qui doit se déclencher au début du film, et le CSA est extrêmement vigilant, et sur l'OTT, au même titre que sur les autres réseaux, que tout ce qui est ce qu'on appelle le double verrouillage, etc., fonctionne correctement. Aussi sur ces réseaux-là. On a aussi des problématiques liées aux ayants droit qui nous demandent de compter le nombre de devices avec le nombre de flux simultanés, parce qu'un login password, c'est facile de le transmettre et de partager son abonnement, et puis voilà, on m'appoule pour quelques euros par mois, et en partageant la note, ça va beaucoup mieux. On a aussi des problématiques de personnalisation, de plan de service, avec voilà, proposer à chaque fois sur le device uniquement les chaînes qui font partie de l'abonnement. Donc tout ça nous ont amené à créer en fait des briques nous-mêmes dans dans ce qu'on appelle notre back-office, qui va remplir un petit peu tous ces usages-là. Et on va ainsi proposer des fichiers de données qui sont associés en fait aux événements des chaînes et qui vont être ensuite utilisés par les applications, soit au démarrage, soit à chaque zapping par exemple, pour venir chercher des informations. Et on a aussi été jusqu'à intégrer dans les flux, que ce soit en smooth ou en HLS, à partir de la signalisation privée, des informations qui vont nous permettre d'être précis au chunk près pour déclencher ces occultations, par exemple, qu'on soit sur de la catégorie 5 ou des occultations liées à l'interdiction de diffuser sur de l'OTT. Donc on a utilisé aujourd'hui de la signalisation privée. Demain, en Dash, on espère qu'on aura aussi des choses qui vont nous aider à harmoniser un petit peu tout ça. Et donc on arrive par ce biais en fait à avoir une occultation assez précise et à répondre à ces use cases. On a aussi, lié à la diversité des devices, on l'a dit tout à l'heure, fait un choix de ne rien imposer en termes de choix de sécurisation. Donc on se retrouve avec une hétérogénéité de DRM et de serveurs de licence, avec chacun leur protocole, leur propre mode de communication. Et donc on a essayé d'être agnostique, d'un point de vue en tous les cas applicatif, de ces aspects-là, en créant une brique qu'on appelle... on n'a pas été très inventif là-dessus, multi-DRM tout simplement, qui va nous permettre en fait de cacher en fait la complexité et les protocoles derrière, et associer au back-office de savoir faire en fait du pré-delivery quand c'est possible sur les devices. Ça c'est encore une autre problématique, parce que sinon vous avez le phénomène du pipi à la mi-temps du match de foot, où tout le monde zappe, et là vous faites exploser votre serveur de licence parce que tout le monde vient chercher les licences pour les chaînes d'à côté. Donc il faut absolument qu'on cache les licences au maximum et qu'on les pré-délivre, tant qu'on n'a pas des solutions DRM qui soient à la hauteur de ce qu'on sait faire sur le reste des réseaux, notamment avec du CAS. Donc voilà. Sur les aspects ensuite briques CDN, je dirais que là-dessus le retour d'expérience qu'on peut avoir, c'est on se découvre. Je pense que c'est deux mondes qui sont en train de se découvrir mutuellement, avec des problématiques peut-être assez différentes d'un site web ou de caching de pages web. Ce qu'on demande nous aujourd'hui à nos CDN, c'est d'être responsable en fait du transport et d'une partie du transport. Et donc à l'image de ce qu'on exige d'un Astra sur le satellite, d'un TDF sur la TNT ou d'un FAI sur son réseau managé, on l'exige aujourd'hui de nos CDN. Vous êtes aujourd'hui responsable d'une partie du transport et vous ne devez pas vous contenter de prendre un paquet et puis de voir qu'il y a un paquet qui rentre, un paquet qui sort. Il faut aussi monitorer ce qui se passe. Et ça, du coup, c'est des métiers nouveaux et des problématiques nouvelles qui sont exposées et du coup, des nouvelles solutions qui vont certainement voir le jour auprès des différents CDN. On en a parlé un petit peu des aspects qualité de service au travers donc, des points de métrique que Philippe mentionnait tout à l'heure. Mais on a fait effectivement le tour des acteurs du marché pour voir un petit peu ce que les gens proposaient pour pouvoir aller au-delà et de ce qui se passait après dans le réseau. Le problème c'est que nous, on est sur des flux chiffrés. Donc déjà... aller mettre des clés dans les sondes, ça nous plaît pas trop. Et puis alors après, demain, quand on imagine des rotations de clés, la solution, elle tient pas. Donc du coup, on a poussé la logique encore un peu plus loin en disant faudrait qu'on aille jusqu'au device et mettre des métriques dans les devices. Donc là, c'est pareil, il y a des solutions aussi qui existent sur le marché, mais quand on commence à dire qu'il faut être présent sur les Xbox, qu'il faut être présent dans nos set-top box avec des environnements de compilation un petit peu propriétaires, etc., là, j'ai beaucoup moins d'acteurs sur le marché, sur le sujet. Et puis, on ne sait pas encore vraiment, et on n'a pas suffisamment, en tous les cas,
de retour d'expérience pour savoir ce qui est vraiment intéressant de mesurer, ce qui serait vraiment pertinent. On sait qu'on a aujourd'hui 2 objectifs avec ces collectes d'informations sur les players, qui sont d'une part d'avoir une vue de ce qui est consommé, donc vraiment de la collecte et du reporting, pour pouvoir améliorer ensuite les offres. Et puis le deuxième usage, c'est véritablement de la supervision temps réel, et de se dire en temps réel, je sais voir quels sont les flux qui sont utilisés, ceux qui ne le sont pas, et si c'est pas normal. Et donc ça nous amène en fait à devoir collecter des informations avec des players qui crachent très régulièrement des infos sur plusieurs centaines de milliers de devices derrière qui sont connectés en même temps. Et donc là, on commence du coup à toucher à des problématiques d'architecture cloud pour pouvoir répondre à cette problématique de scalabilité de la solution et ensuite d'analyser en temps réel des informations et des grandes masses de données pour pouvoir en tirer des informations pertinentes en supervision. Voilà en gros les grandes problématiques qu'on a pu adresser. Peut-être Philippe, je te laisse le mot de la fin avant la démo. Le mot de conclusion qu'on souhaitait vous adresser à tous, c'est surtout si vous êtes acteur, fournisseur de solutions ou fournisseur de services comme peut l'être un CDN, restez persuadés qu'on attend beaucoup de choses de vous, que tout reste à faire, que c'est cette première version, on n'en est qu'au tout début de l'histoire et au tout début des ambitions qu'on a pour nos bouquets par exemple. Et qu'aujourd'hui, ouais, c'est une histoire qui commence. Nous, on considère que même si on est content du produit qu'on va sortir et que ça va bien fonctionner, vous avez encore beaucoup de travail à faire et on est là pour vous accompagner, vous le dire et vous le spécifier, ça c'est pas un souci. Et qu'effectivement, dans la distribution des contenus, il faut bien comprendre que même si c'est sur Internet, la télévision c'est quelque chose de très très particulier et que ça ne doit pas se traiter comme le reste du web si on veut avoir nos objectifs de qualité. Et comme nous, on est énormément challengés sur ce genre de choses et tous les jours, effectivement, on choisira toujours les gens qui iront dans ce sens et qui auront cet esprit de distribuer du contenu audiovisuel, quel que soit le réseau qu'on adresse. Donc là, je ne l'ai pas fait, mais il faut garder les manches retroussées, hein, surtout. Hein. C'est pas fini. Et puisqu'après on va parler de Dash, moi ce qui me ravit, faut bien savoir, c'est qu'on en parlera tout à l'heure, on verra quand est-ce que ça arrivera. Si Dash arrive demain, parce que c'est notre histoire depuis qu'on fait de la télévision payante, et puis d'un seul coup, c'est quasiment tout le monde s'y met. Voilà, je viens de le dire, quasiment tout le monde s'y met. Nous, de toute façon, il va falloir qu'on assure un certain nombre de formats pendant je sais pas combien de temps. Hein. Des choses qu'on a déployées il y a 15 ans, aujourd'hui, on les maintient encore. Donc, plus vite on ira, mieux ce sera. Mais de toute façon, on continuera à devoir maintenir cette architecture. On va peut-être sortir de MPEG 2, peut-être, sous réserve, l'année prochaine. Peut-être. Là, on est en train d'essayer de se défaire de Windows Media. On essaye. Mais voilà, parce qu'il y a toujours des choses qu'ils doivent regarder. Et puis maintenant, ce qu'on vous proposait, c'est juste une petite rapide démonstration du service qui tourne actuellement, et juste pour faire un focus sur les 3-4 fonctions principales qu'on a déployées. Donc là, on vous propose, on n'a rien répété, hein, c'est du direct live. On va vous proposer du coup une démo du player PC, donc, qui est aujourd'hui en production sur cette tête de réseau, sur cette architecture. Je vais être obligé d'être là en même temps. On parlait, pour remettre juste, on démarre juste par la liste des chaînes parce qu'on parle bien d'un bouquet de télévision, c'est clair, et d'une page pour Simon. Ça, c'est sa page spéciale. C'est celle qui supervise. Mais non, parce que, enfin, encore une fois, Cognac G fait des occultations pour nous et ils sont très, très pointilleux sur ça, n'est-ce pas? Alors là, on va voir si on a l'effet démo ou pas. Hein. Depuis tout à l'heure, je t'ai connecté. Le réseau a l'air d'être bon. D'accord, on va voir. Ah ouais, effectivement.
Effectivement, c'est bien. Des fois, on sait bien il y a des gens qui filtrent des choses dans certaines circonstances. Donc là, effectivement, on est sur M6, mais je vais revenir. C'est juste pour montrer les fonctions qu'on voulait vous montrer. Donc là, on est vraiment sur le direct. Et effectivement, là, je vais pas avoir de sous-titres en ce moment, mais vous avez bien les deux versions avec du sous-titre. Et ce qui est surtout intéressant au-delà du live, c'est le fait que avant, on regardait toujours, mais qu'est-ce qui va se passer après? Là, on peut regarder, mais qu'est-ce qui s'est passé avant? Donc là, c'est les 8 dernières heures. Vous avez les programmes et qu'effectivement, en cliquant, vous pouvez démarrer instantanément le programme que vous voulez voir les 8 dernières heures. Et ça, je peux vous dire que comme expérience client, c'est juste un truc de tueur. Puisque là, vous avez même plus le prétexte de dire, ah bah tiens, en ce moment, il n'y a rien qui m'intéresse. L'ensemble des chaînes, plus la profondeur qu'on a, s'il n'y a rien qui vous intéresse, faut arrêter, faut pas s'abonner, quoi. Parce que c'est juste pas possible. Voilà, voilà. Donc ces fonctions-là, on va les déployer à peu près sur tous les devices. Ce sera pas en même temps. Là, sur PC, ça fonctionne bien. On l'a déployé sur Xbox il n'y a pas si longtemps que ça. En qualité, oui, c'est pour montrer que la connexion Wi-Fi est bonne. Avec un phénomène de zapping, quand vous voyez avec une image floue, puisqu'on arrive sur les bas profils, et puis ensuite le player accroche le plus haut profil, donc on le voit sur un zapping, un effet un peu flou net. Et tout l'enjeu après, c'est de ne pas avoir cet effet flou net trop souvent, parce que sinon les gens sont malades en regardant la télé. Il faut éviter. Voilà, c'était tout pour montrer un peu. Est-ce qu'il y a des... Je vais juste reprendre les questions pour qu'elles soient enregistrées. S'il y en a qui ont des questions. Martin? Énormément? Le Start Over, là, c'est du DVR ou c'est de la catch-up? Tu vas chercher un fichier ou tu... C'est du DVR. C'est du DVR. Là, en l'occurrence, c'est vraiment du pur DVR. C'est du pur DVR. Sur le schéma de l'architecture, vous pouvez nous détailler les produits que vous avez retenus ou vous ne voulez pas forcément parler? Bon, ben, je crois que tout le monde les connaît quasiment. Enfin, non, mais c'est de notoriété quand même plus ou moins publique. Enfin, il n'y a pas d'indiscrétion là-dessus. Les encodeurs, une des particularités de ce projet, c'est que quand même ça coûte un peu d'argent. On est quand même un peu, faut revenir, on est vénal. On a dit pas de business, mais là, il faut en faire juste un poil. Et que pour financer le projet, il fallait qu'on trouve de bonnes astuces. Donc il y a une partie des codeurs aujourd'hui, on a réutilisé ceux de la première tête de réseau d'il y a 3-4 ans. On les a rendus compatibles avec ce qu'on voulait faire, pour pas avoir à les changer. Ce qui nous a fait gagner une belle enveloppe pour le départ. Et sur le reste, sur tout ce qui était fonctions avec les DVR, fonctions avancées, en réalité on a fait un nouveau choix. On a testé un truc qu'on trouve pas mal en fin de compte. Aujourd'hui on a choisi des transcodeurs ProStream de chez Harmonic qui prennent en entrée les flux satellites qu'on fait. Parce que de tous les benchmarks qu'on a fait, on fait beaucoup de benchmarks de codage. C'est notre fonds de commerce dans l'équipe que j'ai. C'est un truc qu'on fait depuis très longtemps. On s'est rendu compte que la différence entre partir du SD HDI natif qu'on avait pour rentrer dans un codeur versus le transcodage à l'époque où on a commencé à faire le choix pour attaquer les devices qu'on voulait attaquer, en fin de compte, c'était pas mal. C'était pas mal. Après, packager Anevia. Je pense qu'il y a des personnes ici qui sont bien au courant. Enfin, Anevia sans aucun doute. Smooth Streaming, on a choisi 2IS, mais pour des raisons au départ qui étaient plus légales que technologiques. Juste ça. Et puis voilà. Les origines, pardon, oui, les origines HLS origines HLS sont Anevia aussi. Alors que l'origine Smooth Streaming est pure Microsoft. Il y a un truc qui est super rigolo sur Microsoft, parce qu'on entend beaucoup de choses sur Microsoft, ça se reboot tout le temps là, enfin tout. Ah mon putain de PC, machin, enfin un truc. La première offre qu'on a lancée, qui était de 10 chaînes, donc c'est il y a 2 ans et demi, 3 ans, on a rebooté une seule fois les machines. Les origines de ZS. Me demandez pas pourquoi, mais une seule fois. Non, même pas, c'est un souci. Non, on a eu un seul souci. On a eu un seul souci en 2 ans et demi, 3 ans, quoi, même 3 ans de temps. On les a oubliés, ces machines, quoi.
On savait même, une fois on a eu un problème, on a dit merde, elles sont où? Ah, et c'est ça. Donc voilà. J'ai deux questions. Pour la fonctionnalité DVR, c'est quoi l'historique? On peut remonter sur combien de temps? 8 heures. 8 heures. 8 heures, mais on fait à peu près ce qu'on veut et bon, après on a plein d'idées autour de ça, quoi. Donc ça représente un certain stockage quand même. Ouais, plutôt comme ça. Ouais, plutôt comme ça. Les fonctionnalités de stockage, on les retrouve où dans Elles sont, c'est ce que tout à l'heure je disais, les DVR, c'est les origines qui s'en occupent. C'est la responsabilité des origines. Et on a 8 heures de DVR, et derrière, en fonction des devices, on peut faire ou du direct, ou du 2 heures, ou du 30 minutes et 55 secondes, ou du juste avec une playlist, quoi, avec un bout de fichier texte. Ouais, bien sûr. Ma deuxième question, c'est concernant Microsoft. Vous les utilisez aussi bien pour le live que pour le différé. Enfin, le live ou le différé, c'est-à-dire. Moi, j'ai rencontré Microsoft pour le Sport. Et ils m'ont dit qu'ils savaient pas faire pour le live. Ils savaient pas faire du play ready sur des flux live. C'est avec Azure. Ouais, avec Azure. Parce qu'il n'y a pas de live sur Azure encore. Ah ouais, mais c'est Azure, oui. Non, Il n'y a pas de live sur Azure. C'est pas la problématique de Play Ready. Non, là, c'est des serveurs, hein, c'est pas Azure. Hein, c'est des serveurs avec Microsoft serveurs dessus. Et peut-être un mot d'ailleurs sur, je rebondis sur ce que tu disais Philippe sur la partie origine. Une des spécificités de cette architecture aussi et qui a posé pas mal de problèmes à nos CDN, c'est effectivement d'avoir les origines chez nous. Parce qu'on souhaitait vraiment maîtriser ces aspects playlist, etc. Et c'est vraiment plutôt du business et sous notre responsabilité. Et du coup, ça engendre après des architectures un petit peu plus, ou en tous les cas atypiques. Je ne sais pas si c'est complexe, mais en tous les cas atypiques avec les CDN. Puisque bien sûr, ce sont des machines qu'on va juger sensibles. On ne veut pas être attaqué par des filers de la terre entière. Et du coup, ils sont obligés de nous dédier des architectures, etc. Et donc voilà, c'est des choses. On a eu beaucoup d'allers-retours avec tous nos CDN sur ces aspects-là. Et c'est des choses qu'on voit maintenant de plus en plus se développer. Et en même temps, c'est un choix qu'on a fait pour avoir la maîtrise de cette partie-là et pas les origines de l'autre côté. C'est quelque part donner la main de l'autre côté. Et ça, on essaye d'éviter généralement, quoi. Moi, je suis dynamique, ouais. Alors pas encore, hein. On est en train de la mettre en place, cette brique d'aiguillage, mais effectivement l'objectif c'est d'être alors dynamique. Dans un premier temps, ça sera à l'arrivée de l'abonné avec son application. Ensuite on réfléchira, mais ça demande une réflexion un petit peu plus importante pour aiguiller au chunk. Et là il faut être sûr d'être synchro chez tous nos CDN, donc il y a encore des problématiques à traiter pour ça. L'important pour nous, c'était de prévoir une architecture qui le supporte. Voilà, c'est vraiment ça aussi. Là-dedans, il y a plein d'autres idées. On ne dévoilera pas ce soir, on n'en parlera pas, mais il y a plein d'autres trucs. C'est être prêt à le faire pour pouvoir le faire au bon moment, quoi, et se placer dans cette idée-là. Après, de tout faire d'un seul coup. Déjà, quand on commence par faire tout ça d'un seul coup, chez nous, on trouve ça vachement ordinaire. Vous, je pense que vous comprenez que c'est quand même un peu... On va juste prendre encore une question et après on passera. Alors, les statistiques sont faites effectivement à partir des logs de chaque client. Donc on arrive à avoir des choses assez fines pour savoir quel profil est consommé sur les chaînes, ce qui nous aide après à tuner et à vérifier en termes de supervision aussi. C'était ça la question ? Après, effectivement, puisqu'on sait les profils et on sait les flux qui sont consommés, on peut en déduire des statistiques d'audience de la chaîne. Mais l'objectif premier, c'était pas tellement de faire de la stat d'audience, c'était véritablement d'utiliser plutôt des données techniques qui nous permettent de mesurer la qualité, puisqu'il y a quand même si on parlait du réseau CDN, après il y a encore le réseau FAI, avec beaucoup de choses qui peuvent se passer sur ce réseau-là. Et puis alors après, il y a encore l'écosystème de l'abonné, avec le fils qui démarre un téléchargement dans sa chambre sur YouTube, en même temps que le père essaie de regarder son match de foot sur la télé de salon en OTT. Donc voilà, il faut tenir compte de tous ces paramètres-là pour remonter les stats. Après, on doit les analyser en temps réel justement pour pouvoir en déduire des comportements qu'on pourrait juger anormaux en termes de fonctionnement et donc remonter des alertes pertinentes en supervision.
évidemment, Isabelle connaît très bien la partie cliente. Moi, je suis toujours sur ma partie broadcast, là, un peu. Donc moi, je regarde que les CDN le soir. Je regarde ce qui sort. Et ce qui est fabuleux, c'est qu'à la mi-temps, je sais pas ce que foutent les gens, mais ils font pause. On voit réellement le débit, le débit expulsé et consommé, la quantité expulsée, et hop, ça repart. Ou de même, on voit très bien les phénomènes sociaux. Il y a un but qui est marqué, je téléphone à mon pote ou je lui fais un SMS, boum, il y en a un deuxième et un deuxième. On se prend des paliers à chaque fois qui sont fabuleux. Mais la pause pipi de la mi-temps, moi, je la trouve fabuleuse parce que les gens apparemment arrêtent le player. Je sais pas pourquoi. Ils vont et ils reviennent. Ça, donc c'est le seul comportement de masse qu'on peut observer aujourd'hui. Voilà. La question, c'est par rapport à la publicité, c'est la même qui est diffusée sur le live, enfin sur le canal que celle qui est sur le TT. C'est le même produit. C'est le même produit. Vous n'envisagez pas un jour de... Aujourd'hui, on veut offrir notre produit, notre bouquet, partout, sur tous les devices. Donc c'est le même produit. Les droits de pub sont les mêmes sur tous les acteurs de diffusion. Il n'y a pas volonté d'évoluer sur de la pub spécifique sur le TT. Peut-être, mais aujourd'hui, effectivement, c'est le stream live que vous retrouvez, alors un tout petit peu décalé par rapport aux autres vecteurs, parce que dans le transcodage, et puis une chaîne de traitement un peu importante, mais c'est exactement le flux que vous avez sur votre télé TNT. Merci.